Chers consoeurs, chers confrères, aujourd'hui l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est à la causée des chemins. Voyez-vous, ce qui se passe en ce moment est quelque chose d'inédit dans l'histoire de notre Union. Jamais un congrès de l'Union n'a autant polarisé les passions, cristallisé vraiment les ressentiments et les sentiments, mais nous pensons que très bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, les choses vont rentrer en ordre. Depuis le 21 juillet 2019, nous étions à un congrès ordinaire à la grande salle des affaires étrangères. 3 candidats étaient en lice: Jean-Claude Duvalier, votre serviteur, Lance Touré et Franck Etienne. Au moment du déroulement du vote, la question des procurations s'est posée. Une question d'ailleurs qui ne devait pas se poser puisque les procurations, il faut le rappeler, sont prévues par l'article 26 du règlement intérieur de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Mais la question s'est posée et il y a eu beaucoup de passion, en tout cas dans la salle, et finalement, le scrutin a été bloqué. Le scrutin a été bloqué. Nous savons tous véritablement ce qui s'est passé. Nous n'allons pas indexer qui que ce soit, mais il faut comprendre que cela n'est pas de notre fait. Il y a eu d'abord un accord qui avait été scellé entre les 3 candidats sur la question du nombre de procurations. Il avait été décidé que 25 procurations devaient être d'abord délivrées et ensuite les autres procurations devaient être délivrées sur la table du bureau du Congrès. Malheureusement, cela n'a pas pu être puisque le président du Congrès, Cédar Eto'o, a décidé qu'il n'était pas de ses pouvoirs de délivrer séance tenante des procurations. Par souci d'apaisement, nous avons dans un premier temps accepté, en tout cas, ce consensus entre candidats. Par la suite, le consensus a voulu être élargi par tous les congressistes, par le président du Congrès, et nous avons décidé que non. Nous ne pouvons pas véritablement pénaliser nos camarades qui avaient des procurations dans la salle pour voter leurs amis. Nous l'avons signifié clairement, publiquement, devant le congressiste. Et nous pensons que nous avons été entendus puisque les déclarations qui ont suivi ont battu en brèche, en tout cas cet accord-là, qui, dit-on, était entre les candidats mais qui ne pouvait pas s'imposer à tous les congressistes. Finalement, il avait été question d'appliquer nos tests. Et c'est sur cette base-là que le Congrès devait se poursuivre. Arrivé au scrutin, les 2 adversaires ont estimé que tant que la question des procurations n'était pas tranchée clairement, il ne devait pas avoir de scrutin. Il y a eu beaucoup de pertes de temps, il y a eu beaucoup vraiment de passion autour, et finalement, le président du Congrès a décidé de sortir des tests pour essayer de régler cette crise-là. Ce qui a occasionné vraiment une confusion totale et le Congrès n'a pas pu aller à son terme. Il y a eu un comité spécial de médiation composé des anciens présidents de l'UNJCI, du président du Congrès lui-même, du 10e Congrès ordinaire, Cédar Eto'o, du président sortant, Traoré Moussa DMT, et on a rejoint plus tard le président du comité d'organisation de ce 10e Congrès ordinaire qui est Groupe Restore. Un travail de médiation a été fait et un consensus s'est dégagé. Et c'est sur la base de ce consensus-là, même si nous n'étions pas d'accord, puisque le consensus qui avait été dégagé par rapport même aux procurations piétinait plus ou moins nos tests. Mais nous avons accepté vraiment ce compromis-là parce qu'il était important pour nous d'avancer. Et c'est ce que nous avons fait. Donc finalement, il y a un congrès extraordinaire qui a été en tout cas initié par le comité spécial de médiation
Et le congrès extraordinaire électif a eu lieu le 24 août dernier. Dans la transparence, dans le calme et la discipline, le scrutin s'est déroulé de 9h du matin jusqu'à 17h. Quand on ajoute le temps que le dépouillement a pris, c'est-à-dire 2 heures de dépouillement, on a pris 10 heures de temps, en tout cas pour proclamer ces résultats-là. Et finalement, les résultats ont été proclamés autour de 21h. Notre liste, qui est l'union de toutes les générations, est arrivée largement en tête, avec 215 voix sur les 503 votants, c'est-à-dire plus de 42% des suffrages exprimés. Ensuite, il y a eu la liste conduite par Lansouré, qui a eu 150 voix et qui représente 26%, plus de 26% en tout cas des suffrages exprimés, et suivi de celle de Franck Etienne, 133 voix, qui représente 23% et 24% des suffrages exprimés, plus de 24% des suffrages exprimés. Pour vous dire que nous avons une avance de 65 voix entre moi et mon poursuivant direct. Tout le monde, en tout cas, a salué la transparence, la discipline, le calme dans lequel, en tout cas, ce scrutin s'est déroulé. Les gens, les journalistes étaient vraiment fiers. C'est que nous avons réussi, après le couac, le rendez-vous manqué du 21G, nous avons réussi à sortir vraiment la tête de l'eau le 24 août. Tout le monde était fier vraiment de l'esprit dans lequel s'est déroulé en tout cas ce scrutin. Nous nous apprêtons à aller au second tour. Mais avant cela, il faut expliquer pourquoi le second tour, conformément en tout cas aux négociations, aux dispositions mises en place par le comité spécial de médiation, n'a pas pu se tenir. Comme je l'ai dit, il y a eu 10 heures entre le vote même et le dépouillement, c'est-à-dire la proclamation des résultats. 10 heures, nous étions autour de 21 heures quand devait se dérouler, en tout cas le second tour. Nous ne sommes pas opposés au second tour, mais le comité d'organisation n'était pas prêt pour le second tour. Le comité d'organisation n'avait plus de bulletin unique. Nous avons commencé par les bulletins uniques. Il fallait terminer par les bulletins uniques. Le comité d'organisation voulait procéder à l'appel des votants pour organiser le vote. Nous avons commencé par une procédure qui était le premier arrivé votait. Nous devions commencer par cette procédure et non par l'appel. Nous avons expliqué notamment aux organisateurs, surtout au président les représentants ont expliqué au président du congrès extraordinaire qu'on ne pouvait pas changer l'ordre des choses en plein match. On ne peut pas changer les règles en plein match. Et que si le bureau du congrès n'était pas prêt pour le second tour, il fallait différer le second tour. Je pense que ça a été compris par l'ensemble des journalistes, des congressistes, et c'est ce qui a été fait. Nous ne comprenons pas que l'autre camp estime que nous avons délibérément bloqué le second tour, alors que tout le monde était là, tout le monde a bien vu que lorsqu'on a décidé à ce que le second tour soit pour le 14 septembre, nous avons vu la joie, en tout cas les cris de joie confusés dans la salle où se déroulait l'amphithéâtre, où se déroulait le vote. Pour vous dire que ça a été une décision sage qui a été prise. Notre adversaire dit également qu'il n'a pas été associé à la date, mais moi non plus, je n'ai pas été associé à la date du 14 septembre. Ça a été décidé de façon souveraine par le bureau du congrès, par le comité d'organisation, qui, il faut le rappeler, ce sont eux qui organisent vraiment le scrutin. Le scrutin, l'organisation du scrutin n'appartient pas aux candidats. L'organisation du scrutin appartient au bureau du congrès et au comité d'organisation. C'est-à-dire appartient à l'UNCI. Donc il faut comprendre que dès que cette organisation mise en place décide par exemple de nous imposer une date, mais notre rôle c'est d'en tenir compte et de mener campagne pour amener véritablement les journalistes à voter massivement pour faire leur choix. Et je pense que c'est ce qui a été fait.
Dans quelques jours, c'est-à-dire le samedi prochain, 14 septembre, nous allons aller au vote. Nous demandons aux journalistes vraiment de se mobiliser comme ils l'ont fait le 24 août dernier, dans la discipline, avec véritablement beaucoup de calme, dans un esprit fair play, pour venir voter les deux candidats en liste. C'est-à-dire ma liste, la tête de liste de l'Union de toutes les générations, Jean-Claude Coulibaly, et la tête de liste conduite par Lance Touré. J'en appelle véritablement à la responsabilité, au civisme, au calme des journalistes, comme ils l'ont si bien démontré le 24 août. Parce que, comme je l'ai dit, l'union est le fleuron, l'image véritablement du journalisme en Côte d'Ivoire. C'est à nous de montrer à la face de la Côte d'Ivoire que nous sommes des exemples, que nous sommes les sans-voix, que nous sommes les porte-parole des sans-voix, que nous sommes ceux-là même qui sont à l'avant-garde de tout ce qui est liberté, de tout ce qui est démocratie. Et j'ai foi que cette fois-ci encore, les journalistes, en toute responsabilité, feront les choix et que le meilleur gagne. Mais je tiens avant tout de dire à la grande famille de la presse que cette fois-ci, il faut voter utile. Il faut voter utile, il faut transformer l'essai. Que ce soit ceux qui ont voté pour moi au premier tour, que ce soit ceux qui ne l'ont pas fait, je me voudrais m'adresser à eux en leur disant il faut voter utile. Pourquoi il faut voter utile? Vous savez tous que notre milieu est sinistré. Nous rencontrons des difficultés. Nos rédactions sont sous perfusion. Nos rédactions sont sous perfusion. Ça ne va pas. Nos emplois sont menacés. Parce que nos entreprises sont presque toutes au bord de la banqueroute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il faut transposer ce qui réussit ailleurs, ici en Côte d'Ivoire. Il faut transposer cela. Il y a eu des modèles, il y a des modèles de réussite qu'il faut transposer en Côte d'Ivoire. En France, il y a 4 subventions à la presse. La première subvention, c'est l'abattement de 20% dans la distribution qui revient aux entreprises de presse. Cet abattement de 20% date depuis 1796. Ça vous dit que c'est très vieux. Et en plus de cela, il y a la subvention globale qui concerne et la presse publique et la presse privée, la presse radiophonique, la presse audiovisuelle, la presse en ligne et la presse écrite. Donc toute la presse dans son entièreté bénéficie de cette subvention. En plus de cette subvention globale, il y a la subvention spécifique qui concerne les entreprises de presse qui n'ont pas de publicité ou qui refusent la publicité par principe, comme le Canard enchaîné, ou encore les entreprises qui n'arrivent pas à vendre, comme l'Humanité, qui est le journal du Parti communiste, et vous savez que le Parti communiste est en perte de vitesse. Ces types d'entreprises-là, cette catégorie d'entreprises bénéficie de cette subvention spécifique en plus de la subvention globale que je viens d'indiquer. La quatrième subvention est la subvention qui a été adoptée en 2012, qui est la subvention sur la diversification des activités d'entreprise pour se conformer au contexte difficile mondial que rencontrent les entreprises de presse. C'est cette subvention qui permet aujourd'hui à un journal comme Le Monde d'avoir un hôtel qui subventionne la presse, c'est-à-dire qui engrange des ressources et qui finance véritablement la rédaction et qui garantit les salaires des journalistes. Voilà les 4 subventions qui sont en cours actuellement en France. On n'a pas revenu sur les redevances, etc. Mais voilà ces subventions. Et tout cela coûte 1,2 milliard d'euros par an aux contribuables français. Vous allez me dire que c'est la France, c'est un pays riche, donc il y a les moyens de sa politique. Ah non, non, mais en Afrique, il y a des exemples. Il y a le Ghana à côté de nous qui consacre 4 milliards à la presse pour permettre aux entreprises de presse de se stabiliser et de garantir le salaire des journalistes. Au Sénégal, à travers le guichet unique consacré à la presse, c'est 3
3,6 milliards, c'est-à-dire 3 milliards 660 millions plus précisément, de francs CFA qui est octroyé à la presse. Au Burkina, un pays compté parmi les plus pauvres de la planète, c'est 1,1 milliard qui est consacré à la presse. 400 millions pour la subvention directe et 700 millions de dotations au fonds d'appui et d'aide à la presse qui a été créé depuis 2016. Donc quand vous additionnez, ça fait 1,1 milliard. En Côte d'Ivoire, pays compté parmi les plus riches de la sous-région, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que notre pays, c'est la première puissance économique de la sous-région, c'est la première puissance économique de l'UEMOA, avec 40% de la masse monétaire qui circule, en tout cas en Côte d'Ivoire, sur les 8 membres que compte cette union économique. C'est la deuxième puissance économique de la CEDEAO. Donc c'est un pays qui compte, un pays riche. Mais quelle est la subvention qui est octroyée à la presse? La subvention est dérisoire. Non seulement c'est une subvention indirecte, qui à travers le fonds de développement et de soutien à la presse, mais en plus elle oscille entre 500 millions et 800 millions de francs CFA. Cette année même, la subvention à l'impression qui soulageait un tant soit peu les entreprises de presse a été suspendue. Pour vous dire que c'est dérisoire pour ce que représente notre pays. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement ivoirien d'octroyer à la presse 0,01% du budget annuel, qui est aujourd'hui de plus de 8 000 milliards. 0,01% du budget annuel, ça fait 8 milliards que nous réclamons, en tout cas à l'État de Côte d'Ivoire. Pour stabiliser nos rédactions, nos entreprises de presse et garantir le salaire des journalistes. Comment cet argent sera géré? Mais c'est simple. Par une commission paritaire composée du patronat du GEPSI, par exemple, ici représenté par le GEPSI, par les syndicats des journalistes, par les organisations professionnelles des médias, composée également aussi par le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et le ministère de la Communication et des Médias. Ce sont véritablement les membres de cette entité, de la commission paritaire, qui vont se charger d'organiser la clé de répartition pour chaque entreprise de presse. Bien entendu, sous le contrôle de la Cour des comptes, parce qu'il ne faut pas oublier que ces fonds sont des fonds publics. Donc c'est la Cour des comptes qui aura un regard sur comment utiliser cet argent. Pour permettre véritablement à nos entreprises de continuer à vivre, donc préserver les emplois des journalistes et surtout pour garantir nos salaires. Nous pensons que c'est la seule alternative, c'est le seul remède durable pour sauver la presse. Si on n'intervient pas maintenant, dans quelques jours, dans quelques mois, nos entreprises risquent de disparaître. C'est pourquoi dès que nous serons élus, nous allons organiser en tout cas un séminaire pour mettre en route, pour établir un plan d'urgence que nous allons déposer sur la table de nos gouvernements. Pour que, en tout cas, ce plan d'urgence-là, s'il n'est pas encore trop tard, soit pris en compte dans la loi des finances qui sera adoptée en décembre, afin que cela soit budgétisé en 2020, comme cela s'est fait dans tout pays démocratique et tout pays vraiment moderne. Parce que vous voyez, ce n'est pas de l'aumône, ce n'est pas de la charité. C'est la contrepartie que nous doit l'État de Côte d'Ivoire pour le travail que nous faisons au quotidien, à savoir assurer la fonction régalienne de l'État qui est le droit du public à l'information. Vous savez, cela se passe ailleurs, comme je l'ai dit. Au Ghana, ça a réussi. Au Sénégal, ça a réussi. Au Burkina, ça a réussi. Je vais citer d'autres pays comme le Mali, le Bénin, etc., qui font cela avec beaucoup de réussite. Nous pouvons le réussir ici en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je demande à la grande famille de la presse en Côte d'Ivoire, à tous les unionistes, c'est-à-dire à tous les membres de l'UNJCI, notre fêtière à tous, qu'il est temps de se mettre ensemble pour regarder dans la même direction, pour parler de la même voie, afin véritablement d'obtenir ce qui nous revient de droit, à savoir une subvention
conséquentes et subséquentes directes à la presse pour la suivi de nos entreprises et pour garantir nos salaires. Je lance un appel pour terminer à tous les journalistes de Côte d'Ivoire, membres de l'UNJCI, notre fêtier à tous, de se mobiliser pour aller à la maison de la presse le 14 septembre prochain en vue de voter utile pour la liste, l'union de toutes les générations dont je suis la tête de liste. Votez Jean-Claude Coulibaly, votez JCC pour une union plus forte, votez JCC pour garantir le salaire des journalistes, votez JCC pour que nos emplois soient préservés, votez JCC pour que les entreprises de presse ne meurent pas. Il est important, car la subvention directe, conséquente et subséquente est la contradiction principale. Si cette contradiction principale est obtenue, si elle est gagnée, toutes les autres contradictions secondaires que sont l'indépendance, la responsabilité, le respect de la convention collective, etc., vont mourir d'elles-mêmes. C'est pourquoi il faut que vous vous mobilisez, vous vous déplacez massivement, en tout cas à la maison de la presse, pour voter la liste l'union de toutes les générations. Je vous remercie.